va les définir de façon générale dans le cours de la mécanique des milieux continus. Mais bien sûr, on va trouver des relations avec les efforts extérieurs. Ils sont dus à quoi les contraintes et les déformations, à votre avis? Qu'est-ce qui les génère? Les efforts extérieurs. Très bien, des efforts extérieurs. Et ils sont définis où? Là, où est-ce qu'ils sont définis, les contraintes et les déformations? Localement. Dans le matériau. Dans n'importe quel point du matériau. Autrement dit, la contrainte et la déformation, sigma, c'est une fonction de x, y et z. C'est-à-dire, une fois que vous avez une structure qui est soumise à une force dans un point quelconque, par exemple, vous prenez, pour exagérer, vous prenez un poteau d'électricité et vous, sur l'extrémité haute, vous appliquez une force. Le point le plus bas de ce poteau-là, il y a obligatoirement des contraintes et des déformations. C'est une fonction du point. Ça varie d'un point à l'autre, c'est-à-dire la nature de la contrainte varie d'un point à l'autre. Je peux trouver des points où vous avez simplement l'effort normal, les points où vous avez simplement la torsion, les points où vous avez tout un tenseur plein complet, on peut avoir positif, négatif ou égal à 0. Ça veut dire que c'est une fonction du point. Et elles servent à quoi ces contraintes, à votre avis? Pourquoi on les calcule, les contraintes et les déformations? Pour dimensionner une structure. Eh bien, pour dimensionner la structure, pour vérifier la sécurité de la structure. Très bien. Maintenant, on va détailler un peu tout ce qui est autour de ces contraintes. Donc, vous avez dit qu'ils sont appelés, ils sont définis, ils sont induits par les charges qui sont appliquées, logique. Maintenant, c'est une tâche les plus délicates de l'ingénieur. Pour l'ingénieur, c'est les charges appliquées, parce que ça nécessite de faire des hypothèses et surtout d'avoir une bonne expérience pour pouvoir calculer correctement ces contraintes et pour pouvoir estimer correctement les charges. Lorsque les charges sont constantes, le cas d'une charge permanente, par exemple le poids d'une structure sur elle-même, c'est clair. Mais si vous avez, par exemple, une sollicitation du vent qui va taper sur un poteau ou sur un immeuble, et si vous avez quand même un embarras de choix, parce que la vitesse du vent va avoir un minimum, un maximum, si vous dimensionnez par le maximum, ça risque d'être surdimensionné. Si vous dimensionnez par le minimum, ça risque de s'effondrer. Donc, il vous faut prendre une décision. C'est quoi la charge? Vraiment, je dois utiliser pour calculer la structure. Donc ça demande bien sûr d'expérience. On verra ça au fur et à mesure qu'on avance, lorsqu'on sera face à l'estimation de charge. Un autre problème, matériaux. Les matériaux qui entrent en jeu dans la construction, on aura besoin bien sûr de les caractériser. On va faire automatiquement des essais expérimentaux, ça c'est clair, pour pouvoir déterminer la réponse du matériau. Maintenant, le solide ou le milieu, on a besoin de le modéliser parce que nous avons des milieux qui sont des poutres, des poteaux, des plaques, des corps, nous avons des milieux qui sont des solides 3 dimensions, etc. Donc, dépendamment de la forme géométrique, on va donner un modèle géométrique à notre milieu. Et les équations, même la résolution de ces équations, bien sûr, ne donnera pas bien sûr les mêmes formules pour le calcul des contraintes lorsque vous changez le milieu. Je vais donner ici un exemple. Donc, si vous prenez le cas d'une poutre, normalement, dans le cas d'une poutre, on a simplement besoin, dans une section quelconque, des efforts de cohésion ou des efforts internes, l'effort normal, l'effort tranchant et la torsion, la flexion. À partir de la connaissance de ces 3 efforts et de ces 3 moments, je peux déterminer un état de contrainte générale en un point quelconque de la pièce. Maintenant, les formes géométriques qui sont possibles, regardez, si vous avez des poutres droites ou des poutres courbes, je peux utiliser la résistance des matériaux pour calculer les contraintes. Je peux utiliser la mécanique du milieu continu, je peux utiliser l'MMC, la méthode des éléments finis. Une poutre, c'est que l'une des dimensions est beaucoup plus grande par rapport aux 2 autres. Ça, c'est la définition d'une poutre.
Lorsque vous êtes en présence de plaques ou bien de coques, je peux aussi utiliser la RDM, je peux utiliser la mécanique du milieu continu ou la méthode des éléments finis. Une plaque, c'est l'une des trois dimensions très petites par rapport aux deux autres. Donc, ça, c'est la plaque ou bien la coque. Si elle est droite, c'est une plaque dans le plan. Si vous avez une courbure dans le plan moyen, c'est une coque. Lorsque vous êtes en présence d'un solide trois dimensions, vous ne pouvez pas utiliser la résistance des matériaux. Vous êtes obligé d'utiliser la mécanique du milieu continu ou bien la méthode des éléments finis. Par exemple, si vous avez à concevoir ou à dimensionner le bâti d'une machine, ce n'est pas une poutre, ce n'est pas une plaque. Je ne peux pas utiliser ni les formules de la plaque, ni celles de la poutre. Si vous avez une roue dentée, la dent, normalement la dent d'une roue, ce n'est pas une poutre, ce n'est pas une plaque, donc c'est un solide trois dimensions, donc il faut déterminer les équations nécessaires pour calculer les contraintes. Bien sûr, les équations ne sont pas très faciles toujours à résoudre, mais l'important, c'est que nous avons, à partir de la mécanique du milieu continu, on va définir les équations générales à résoudre. Si on ne peut pas le faire analytiquement, on peut le faire, bien sûr, numériquement par la méthode des éléments finis, par la méthode des différences finies. De toutes les façons, la mécanique du milieu continu va vous donner l'outil général ou le pont qui va vous servir pour passer à la à des solutions approximatives par la méthode des éléments finis. Donc, c'est obligatoire de comprendre plus ou moins comment on a trouvé ces équations générales et comment on va les résoudre. Bien sûr, on va donner des cas dans le cas de certaines situations. Voilà un exemple de solution que l'on cherche. Ça, c'est la résistance des matériaux qui va le donner. On peut aussi le retrouver par la mécanique du milieu continu rapidement. Donc, vous voyez ici donc, vous avez ici l'effort normal, l'effort tranchant, ça va me donner ici l'effort normal, la contrainte normale. Le moment de torsion, il va me donner le cisaillement. L'effort tranchant, il va me donner la contrainte de cisaillement. La flexion, ils vont donner des contraintes normales, etc. L'autre effort tranchant va me donner des contraintes de cisaillement. Donc, ça, c'est le cas de formule qu'on va chercher par la mécanique du milieu continu, mais dans d'autres solides, dans d'autres formes de solides qui ne sont pas nécessairement les poutres ni les plaques. Et une fois que nous avons ces contraintes, on va les injecter dans un critère de dimensionnement, ce qui va nous donner bien sûr la sécurité de la structure. L'objectif final de la mécanique du continu, le voilà ici, c'est que d'abord il est capable d'analyser un milieu solide ou bien un milieu fluide. Lorsque vous travaillez avec le fluide, c'est la mécanique du fluide que vous êtes en train de faire maintenant ce cours. Maintenant, nous, on va s'intéresser au solide et en général, on appelle ça l'élasticité. La mécanique du milieu continu est capable de calculer dans n'importe quel milieu qui est soumis à n'importe quelle charge. Je peux calculer les déplacements, les déformations, les contraintes. Je peux aussi calculer les taux de déformation lorsqu'il s'agit des contraintes ou des charges qui sont variables dans le temps. Je peux calculer les accélérations, les vitesses de charge, etc. Le milieu peut être élastique, viscoélastique, linéaire ou non, etc. Il n'y a pas de restriction par rapport, par exemple, à la résistance des matériaux, vous êtes obligé d'être élastique, linéaire, etc. Et c'est pour le milieu, l'MMC, il n'y a pas de restriction. Maintenant, je vois ici un certain nombre de termes qui sont élastiques, viscoélastiques, linéaires. Donc, élastique, je pense que tout le monde sait, hauteur à la position initiale après avoir supprimé la charge. Mais c'est quoi viscoélastique? Qui peut me donner une idée? C'est quoi un comportement viscoélastique? Qui a une idée? Oui, après qu'on ait supprimé la charge, elle revient à son état initial lentement ou bien. Oui, répétez, excusez-moi, je peux bien. Oui, qui est là? Et, après qu'on ait supprimé la charge, elle revient à son état initial lentement. Non, non, élastique, on supprime la charge, ça retourne. Viscoélastique, c'est pas nécessairement un problème de retour à la position initiale. Ça peut prendre le temps pour retourner à la position initiale, mais il se peut, c'est pas obligé qu'il y ait une déformation permanente. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est surtout la réponse d'un matériau viscoélastique. Je vais
vous donner un exemple classique, je donne toujours, c'est parce que c'est facile à comprendre. Imaginez simplement que vous mettez de l'eau dans une seringue et vous tapez très fort sur le piston. Normalement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remarquer que le piston ne veut pas avancer. C'est-à-dire que le fluide qui est à l'intérieur, il va se comporter comme étant infiniment rigide. Par contre, si vous essayez de pousser doucement le piston, logiquement, vous allez avoir l'écoulement de l'eau et le piston peut se déplacer. Même exemple, si vous allez au bord de la mer et vous tapez très fort sur de l'eau, vous allez sentir une force importante sur votre main et vous ne pouvez même pas cisailler de l'eau. Alors que si vous allez doucement sur de l'eau avec votre main, vous allez cisailler de l'eau et il ne va pas se poser de résistance importante. Alors, qu'est-ce qui a changé dans tout ça? Tout simplement, ce qui a changé, c'est la vitesse avec laquelle j'ai appliqué la charge. Lorsque j'applique la charge de façon très doucement, avec une vitesse très faible, lorsque le matériau est viscoélastique, la réponse est pratiquement aussi instantanée. Donc, il n'y a pas une réponse qui va prendre beaucoup de temps pour se manifester. Par contre, lorsque vous allez avec une grande vitesse, pour un matériau viscoélastique, vous allez appliquer la charge avec une grande vitesse, le matériau va se comporter comme un matériau infiniment rigide, donc il va s'opposer à votre déplacement. Contrairement à un matériau élastique, par exemple le cas d'un ressort, si vous prenez un ressort et vous tapez avec une grande vitesse, il va tout simplement se comprimer. Si vous allez doucement, il se comprime, si vous allez très fort, il se comprime. Donc il n'y a pas de problème avec la vitesse de chargement. Les matériaux viscoélastiques, leur réponse dépend de la vitesse avec laquelle ils seront chargés. Pour nous, pour toute la suite, bien sûr, on va simplement travailler avec les matériaux élastiques, donc la vitesse de chargement ne va pas nous intéresser. De toutes les façons, on va travailler avec les charges constantes. Linéaire, c'est clair, c'est-à-dire vous avez, c'est quoi linéaire? La réponse est proportionnelle à l'excitation. Ça, c'est un phénomène linéaire de façon générale. Vous donnez une excitation, vous avez une réponse, il y a une certaine proportionnalité, et ce coefficient de proportion reste constant. Sauf si vous avez bilinéaire, donc ça va à un moment donné, ça va changer, etc. Mais de toutes les façons, c'est que la réponse est proportionnelle à l'excitation. Les hypothèses sur lesquelles qu'on va utiliser pour toute la suite du cours, c'est qu'on va supposer un matériau homogène. C'est quoi homogène? Oui. Les propriétés, elles sont indépendantes du point. Pour l'ingénieur, ça signifie quoi? Ça signifie que quelle que soit la position où je vais découper mon échantillon, je ferai mes essais, je trouverai le même résultat. Isotrope, c'est quelle que soit la direction que j'ai utilisée pour découper mon échantillon, je ferai les essais, je trouverai le même résultat. Autrement dit, c'est indépendant de la direction. Voilà. Oui. Est-ce que la continuité, c'est pareil que l'homogénéité? La continuité? Oui, la continuité dans le milieu, c'est un peu. Est-ce que c'est pareil, c'est synonyme d'homogénéité? Oui. La continuité Ouais. dans le solide. Le milieu continu, par définition, c'est qu'on va supposer que macroscopiquement, le milieu, il est continu. Ça signifie quoi pour nous en tant qu'ingénieur continu? Ça veut dire que j'ai le droit d'écrire x, dy, je peux parler de la différence, je peux parler de la continuité mathématique, je peux parler de la dérivée, etc. C'est-à-dire, je n'ai pas un milieu discrétisé. Une plaque ou une poutre n'est pas formée de petits points qui sont indépendants. Macroscopiquement, c'est continu. Ça veut dire, je pars d'une position x à une position x plus dx, je ne vais pas retrouver une discontinuité de la matière. Donc, il y a de la matière qui est continue, ça veut dire que c'est un milieu qui est continu. C'est ça, c'est dans ce sens-là que le milieu peut être continu pour notre cas. Le comportement doit être linéaire, élastique, donc ça c'est clair. On va se limiter à des faibles déformations puisqu'on ne va pas analyser la déformation plastique. Et bien sûr, on va travailler simplement la sollicitation, puisque la sollicitation dynamique, on va la voir ensemble dans le cours de bureau d'études, dans le semestre 2, dans le cours de la fatigue. Maintenant, un chapitre 0, soi-disant, donc juste pour introduire ce qu'on va appeler la notation tensorielle. Donc, ce
petit chapitre, on va le faire maintenant, et ça va concerner, on va définir un repère de travail classique, un tenseur d'ordre 0, d'ordre 1, d'ordre 2, etc. La convention de sommation d'Einstein, la notion de l'indice MUI principal, l'ordre d'un tenseur, nombre de termes d'un tenseur, le chroniquaire et l'alternateur et autres notations. Donc ça, on va le découvrir au fur et à mesure qu'on avance. Donc voilà pour la notation tensorielle. Il y a toute une théorie pour les tenseurs, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui va m'intéresser dans ce problème de tenseur, c'est l'exploitation par l'ingénieur de cette approche qui est vraiment extraordinaire, qui va simplifier les écritures des équations et même les démonstrations dans la majorité des cas. Alors, premièrement, nous avons besoin d'un repère dans lequel on travaille. Le repère dans lequel on va travailler, on peut utiliser la lettre X, Y, Z, mais je préfère X1, X2, X3 parce que je vais faire des indices, et ça c'est plus facile de parler de 1, 2, 3 et non pas de la somme sur X, Y. Donc, X1, X2, X3, c'est la même chose que ici, et dans la base de 1, 2, 3. Tenseur d'ordre 0, je ne vais pas tout de suite le définir. Tenseur d'ordre 1, tenseur d'ordre 2. Donc, tenseur d'ordre 0, c'est un scalaire. On va voir pourquoi. Un vecteur, ça peut être considéré comme un tenseur d'ordre 1, et une matrice, ça peut être considéré comme un tenseur d'ordre 2. Je vais expliquer tout ça rapidement. Si je me mets dans la notation classique d'un vecteur, dans l'espace toujours à 3 dimensions, on a V égale à V1, E1 plus V2, E2 plus V3, E3. Donc ça, c'est l'écriture d'un vecteur dans la base de 1, E2, E3. En notation tensorielle, ce vecteur V va simplement s'écrire V indice I, avec I égale à 1, 2, 3. Toujours I égale à 1, 2, 3, puisqu'on travaille dans l'espace à 3 dimensions. Donc, la notation tensorielle, un vecteur V quelconque, va simplement être remplacé par une lettre V et l'indice I, avec I est égal à 1, 2, 3. Donc, vous voyez, déjà, on a gagné beaucoup. Ici, regardez son expression, c'est un peu long. Ici, c'est simplement VI. Vous voyez, VI, c'est un vecteur. 3 composantes, V1, V2, V3. Matrice. Par exemple, la matrice T11, T12, T13, etc. J'ai ici 9 composantes. Notation tensorielle, TIJ, I égale à 1, 2, 3, J égale à 1, 2, 3. Donc, T11, T12, T13, ce n'est pas important. Faites attention. La matrice, il a une structure ordonnée entre deux crochets. Mais le tenseur, ce n'est pas important. TIJ, c'est un tenseur avec 2 indices. Il a T11, T12. Vous pouvez poser T11 à gauche, T12 en haut, T13 en bas. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez les mettre entre parenthèses, vous pouvez mettre entre accolades. C'est quelque chose qui représente un certain nombre de composants. J'ai besoin de T11, je vais aller le chercher. Peu importe où est-ce qu'il est placé. J'ai besoin de T13, je vais aller le chercher. Donc, je suis obligé de lui donner la forme d'une matrice. Mais une matrice, je peux la représenter par un tenseur. Convention d'Einstein, qu'est-ce qu'il dit? Si un indice est répété dans une écriture tensorielle, donc il y a automatiquement la somme sur cet indice. Je vais expliquer ça rapidement sur cet exemple. Prenons le cas d'une matrice multipliée par un vecteur. Oui? Donc, je prends ici une matrice multipliée par un vecteur. Donc, le résultat, bien sûr, c'est un vecteur. La composante B1 du vecteur résultat, ce sera A1, 1, X1 plus A1, 2, X2 plus A1, 3, X3. Si je veux généraliser par la composante BI, donc ce sera BI égale à somme de J égale à 1 jusqu'à 3, parce que je travaille toujours dans l'espace 3 dimensions, A et J fois XJ. Alors, Einstein, il a eu l'idée, simplement, puis regardez ici, l'indice J, il est répété. Puisqu'il est répété, ça veut dire qu'il y a une sommation sur cet indice-là, donc il va enlever ce symbole. Il va écrire simplement BI est égal à A et J fois XJ. Voilà la convention d'Einstein. Parce que l'indice J, il est répété, donc implicitement, il y a la somme sur cet indice. Donc, je gagne au niveau du temps et aussi au niveau de l'encre. Donc, ça simplifie BI égale à AIJ, XJ. Maintenant, on va donner quand même des noms à
indices. Prenons cet exemple toujours. BI égale à AIJXJ. Je sais qu'il y a une somme maintenant sur l'indice J. Et je sais que cet indice-ci ne peut prendre que les valeurs 1, 2, 3 au maximum, parce que ce sont 3 dimensions. J, c'est pareil, 1, 2, 3 au maximum. Parce que pour toute la suite, du coup, je ne vais pas encore écrire I égale à 1, 2, 3, J égale à 1, 3. C'est automatiquement, nous sommes dans l'espace à 3D. L'indice I, ici, regardez, il n'est pas répété dans ce monome. C'est un indice principal pour ce tenseur B. IJ. I et J, ce sont deux indices qui ne sont pas répétés pour ce monome. Donc, pour le monome, pour le tenseur A, IJ, c'est des indices principaux. XJ, c'est la même chose. Il n'y a qu'un seul indice, donc il est principal, il n'est pas répété. Par contre, si je prends ce produit-là, A, I, J, X, J, là, pour tout ce produit, j'ai l'indice J qui est répété. Donc, c'est l'indice qui est muet. Donc, G, c'est un indice muet pour tout ce produit-là. Et l'indice qui est muet, qu'est-ce qu'il fait là? Il est simplement pour la somme. Autrement dit, si je peux écrire ici A, I, J, X, J est égal à A, I, P, X, P. Pourquoi? Parce que P, c'est un indice qui va prendre les valeurs 1, 2, 3, il va disparaître et il va simplement faire la somme. La somme de J égale à 1 jusqu'à N est égale à la somme de K égale à 1 jusqu'à N, etc. Ça, vous le connaissez. Donc, un indice muet peut être remplacé par n'importe quel indice, mais un indice qui n'est pas répété, qui est l'indice principal, vous devez le conserver. Si vous avez changé ici I par bêta, vous devez mettre ici A, bêta, etc. Donc, une fois que vous l'avez manipulé, vous devez le manipuler partout. Par contre, l'indice G ici, vous pouvez mettre n'importe quelle lettre ici pour l'indice G qui est répété. C'est-à-dire, si vous avez quelque part un autre indice qui est répété, vous pouvez lui donner d'autres lettres, ce n'est pas obligé de mettre la même lettre, etc. Maintenant, une autre chose. Ces monômes-là, il ne faut pas le considérer aussi comme des extraterrestres. Ce sont des termes que vous avez déjà l'habitude de travailler. Autrement dit, AIJ multiplié par XJ est égal à XJ multiplié par AIJ. Ne vous inquiétez pas par rapport à la somme. La somme, elle est là, c'est des commutatifs. Parce que si vous écrivez somme de A, I, PI, c'est bien sûr est égal aussi à la somme de PI fois AI. Ça veut dire, c'est ça que je manipule moi. Donc, c'est commutatif, c'est associatif, vous utilisez toutes les propriétés que nous avons déjà fait sur les réels et les complexes comme vous voulez. Donc, je peux écrire AIJ, XJ est égal à XJ, AIJ. Laissez les indices tranquilles, sauf G, vous pouvez le changer comme vous voulez. Donc, l'indice non répété, on va appeler l'indice principal. L'indice répété, c'est l'indice muet. Une petite remarque. Dans une expression tensorielle, un indice ne peut pas être répété plus que 2 fois. Une fois, il est principal. 2 fois, il désigne la somme. 3 fois, ça ne veut rien dire. Donc, si vous avez à faire d'autres sommes, vous devez introduire d'autres indices. De toutes les façons, les indices muets, je peux leur donner n'importe quelle lettre. Maintenant, l'ordre d'un tenseur. L'ordre d'un tenseur, c'est tout simplement égal au nombre de ses composantes principales. Par exemple, je vais retourner maintenant sur ces indices, sur ce tenseur-là, pour parler de l'ordre d'un tenseur. Regardez ici, le monôme BI, il a un seul indice principal, son ordre, c'est 1. AIJ, il a 2 indices principaux. Je parle ici de AIJ tout seul. Vous pouvez l'isoler, vous cachez le reste. Vous ne voyez pas XG, ce n'est pas votre problème. Ici, le AIJ tout seul, il a 2 indices principaux. C'est un tenseur d'ordre 2. XJ, c'est un seul indice, donc c'est un tenseur d'ordre 1. Parce que je peux avoir ici dans une expression, par exemple, A, I,
J, J, K. Regardez ici. Ça, c'est un monôme avec 4 indices. I, J, J et K. Sauf que J est répété. Donc, c'est un indice muet. Si je veux savoir l'ordre de ce tenseur, c'est le nombre de ces indices principaux. Il a combien d'indices principaux? I, I, K, 2. Donc, ça, c'est un tenseur d'ordre de 2. Même si ici, 500, pas important. On ne compte que les indices non répétés. Donc, ça, c'est un tenseur d'ordre 2. Celui-là, c'est un tenseur d'ordre 1, mais le produit qui est formé par A, I, J, X, J, ça devient un tenseur d'ordre 1. Logique, parce que une matrice fois un vecteur, ça va me donner un vecteur. Ça, c'est un ordre 2. Ça, c'est un ordre 1. Le produit, ça va me donner l'ordre 1, c'est le vecteur résultat. Maintenant, le nombre de composants d'un vecteur, puisqu'on travaille dans la base à 3 dimensions, donc ça sera simplement 3 à la puissance n. Avec n, c'est l'ordre du tenseur qui est simplement le nombre de ses indices principaux. Par exemple, si vous prenez AI, c'est un tenseur d'ordre 1, il n'y a qu'un seul indice, il a 3 composantes, A1, A2, A3, 3 à la puissance 1. Si vous prenez la matrice B et J, il a 9 composantes, B11, B12, B13, etc. C'est une matrice 3 fois 3, donc le nombre de composants, c'est 3 à la puissance 2, bien sûr, est égal à 9, etc. Donc, le nombre de composants d'un tenseur, c'est 3 à la puissance n, avec n, c'est le nombre de ces indices. N, c'est l'ordre du tenseur, qui est bien sûr le nombre d'indices principaux. Donc, voilà pour ce qui est problème. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'indice muet peut être changé par n'importe quelle lettre. L'indice principal doit apparaître dans toute l'écriture à gauche et à droite. Vous ne pouvez pas le changer. Si vous le changez partout. L'ordre d'un tenseur, c'est le nombre de ses indices principaux, et le nombre de composants d'un tenseur dans l'espace à 3 dimensions, c'est 3 à la puissance n. Un indice ne peut pas être répété plus que 2 fois, c'est impossible. Ça, c'est pour la notation tensorielle et la convention d'Einstein. Quelques applications simples. Produit de deux matrices. Je prends la matrice C est égale à la matrice A fois la matrice. Je vais chercher le composant de la matrice C. Ça, vous l'avez déjà fait normalement dans la notation classique. Ça sera somme de K égale à 1 jusqu'à N. Ça ne m'intéresse pas le N, c'est 3, puisque 3 dimensions. A, I, K, B, K, J. C'est comme ça que vous avez écrit le produit de la matrice A fois B. A, I, K, B, K, J. Avec K égale 1 jusqu'à 3. Einstein va enlever la somme, le symbole. Donc, il va me rester C, I, J égale à A, I, K fois B, K, J. A, I, K, B, K, J. K, c'est un indice répété. Donc, automatiquement, il y a la somme sur cet indice-là. Calcul C11, c'est A1, B1, 1 plus 1, 2, 2, 1 plus 1, 3, etc. Il suffit de remplacer K égale à 1, K égale à 2, K égale à 3, I égale à 1, ici, et J égale à 1, puisque je calcule la composante C1, c'est pas grave. Maintenant, je vais vous demander rapidement de me calculer AB transposé. Je vais vous laisser une minute de réflexion. Celui qui trouve, il me annonce la réponse. J'ai fait ici A fois B. Je veux maintenant écrire A fois B transposé, toujours dans la notation tensorielle. Donc, je vais écrire comment? CJ égale à AIK BJK. A, I, K. Qu'est-ce que je dois écrire? A. K, BK. A. Quoi? I, A, I. AIK. Très bien. A, I, K. Multiplié par BJ. B. Très bien. BJK. Très bien. La transposée de B, la transposée de KG, c'est JK. Regardez ici combien on court la notation tensorielle, très facile. Donc, A fois BT, c'est tout simplement AIK BJK. K, c'est un indice répété, donc il y a automatiquement la somme. Très bien. Produit scalaire, ça sera U1, V1 plus U2, V2 plus U3, V3. En notation tensorielle, c'est classique. UI, VI, parce que U1, V1 plus U2, V2 plus U3, V3. Regardez maintenant l'ordre de ce tenseur-là. C'est combien? 1. Ce produit. Non. 0, c'est un scalaire. 0, parce qu'il n'a aucun indice principal. I, il est répété, donc c'est un tenseur
d'ordre 0. Ça, c'est un scalaire. C'est quoi la différence entre un scalaire et un tenseur d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3, etc. Normalement, dans le cas d'un scalaire, il n'a pas d'indice. Donc, il est indépendant du repère dans lequel il est calculé. Il est indépendant de la base. L'exemple classique que vous avez fait dans la mécanique de la cinématique, c'est que si vous prenez la vitesse, vous l'exprimez dans la base cylindrique ou sphérique ou drainée ou peu importe, vous avez la norme de la vitesse, il est indépendant de la base. Parce que la norme, c'est un scalaire. Vous prenez l'énergie, c'est la même chose. Vous calculez l'énergie d'un solide déformé, c'est indépendant du repère dans lequel cette énergie est calculée, parce que c'est un scalaire, etc. Je vous demande, donc, le scalaire, il est indépendant du repère. La norme de U au carré, pas écrire la norme au carré, c'est plus simple. Ça sera combien? La norme de U, ça sera, en notation de tenseur, ça sera I fois UI. Très bien, UI fois UI, parce que ça sera U1 au carré plus U2 au carré plus U3 au carré. J'ai enlevé la racine parce que j'ai mis ici le carré. La norme de X carré plus Y carré plus Z carré, la racine. Donc, ça sera UI. Je vais maintenant définir un tenseur intéressant. C'est le tenseur delta de Kronecker, delta IJ. Alors, ce tenseur de Kronecker delta IJ, je vais le prendre delta IJ égale à 1 si I est égal à J. Il est égal à 0 si I est différent de J. En notation matricielle, c'est quoi ce delta-là? C'est très bien, la matrice unité. Parce que c'est égal à J, c'est 1, partout c'est égal à 0. Donc c'est la matrice identité. Alors je vous demande de calculer delta I. C'est quoi delta I? La somme de I, 3, ça fait 3, non? Très bien, c'est 3, ce n'est pas 1. Faites attention. Vous avez delta 1 égale à 1. Vous avez delta 1, 2 par exemple, est égal à 0. Et vous avez delta I, là, c'est un indice qui est répété, il faut qu'il y ait la somme. Ça sera delta 1 plus delta 2 plus delta 3. Donc, ça fait automatiquement 3. Donc, il faut faire attention à cette notation-là. J'ai effacé ça parce que je vais afficher le résultat simplement. Donc, delta I égale à delta JJ, puisque c'est des indices mu, il ne sert à rien. Donc, est égal à 1, delta 2, delta 3 est égal à 1 plus 1 est égal à 3. Par contre, à quoi est égal delta IJ BJ, qui peut me donner le résultat de celui-là? Une petite minute de réflexion. Delta IJ BJ. B1 plus B2 plus B3. Combien? B1 plus B2. Non. Ce sera B1. BI. Parce que je fais la somme sur J. Si J est différent de I, ça donne 0. Jusqu'à ce que J soit égal à I, donc regardez ici, je fais la somme sur J. J est égal à I, ça donne 1. Et là donc BI. J est différent de I, ça donne 0. Donc toute la somme, la seule composante qui va rester, ça sera BI. Donc cette astuce, on l'utilise très souvent lorsqu'on veut modifier l'indice d'un tenseur. Moi, par exemple, j'ai besoin de factoriser par BI, et moi, j'ai dans mon expression delta IJ, donc je vais BG, donc je vais utiliser cette astuce-là par le delta de Kronecker. Donc, regardez ici, delta IJ égale à fois BG égale à BI. C'est une projection de B sur l'axe I. Delta IJ, BJ. J somme sur J, tant que J est différent de I, ça donne 0, jusqu'à ce que J doit prendre la valeur de I, donc automatiquement, ça sera BI. Un autre tenseur qui va nous être utile tout à l'heure, c'est le tenseur d'ordre 3. Le tenseur d'ordre 3, par exemple, celui-là, BIJK, ça c'est un tenseur d'ordre 1 parce qu'un seul indice. IJK, 3 indices principaux,
d'ordre 3, si JK, deux indices principaux, ordre 2, tout ce produit-là, j'ai JK qui sont répétés. Donc, tout ce produit-là, c'est un tenseur d'ordre 1 dont l'indice principal, c'est normal, parce que j'ai ici un tenseur d'ordre 1, il faut que ce produit-là me donne un tenseur d'ordre 1. Une matrice ne peut pas être égale à un vecteur. Et si vous avez un vecteur, ça ne peut me donner, ce produit ne peut donner qu'un vecteur. Maintenant, un autre tenseur d'ordre 3 qui va m'intéresser, c'est l'alternateur, EIJK. Ce EIJK, il est défini comme étant égal à plus 1 si IJK est une permutation paire. Il est égal à moins 1 si IJK est une permutation impaire, il est égal à 0 dans les autres situations. C'est quoi une permutation paire et impaire? Je vais écrire ici 1, je vais aller de 1 vers 2, et je vais aller de 2 vers 3, et après je vais aller de 3 vers 1. Ça, c'est des permutations paires. C'est ça qui donne 1. C'est-à-dire, E1, 2, 3, c'est 1. E3, 1, c'est 1. E3, 1, 2, c'est 1. Les permutations impaires, c'est dans le sens contraire. Par exemple, je vais aller de 1 vers 3, ensuite de 3 vers 2, et de 2 vers 1. Ça, ce sont des permutations impaires. Donc, ça donne moins 1. C'est-à-dire, E3, 2, 1, c'est moins 1. E1, 3, 2, c'est moins 1, etc. Le reste, qu'est-ce qui va rester? Il reste simplement les permutations où vous avez au moins deux indices qui sont répétés. Par exemple, E1, 1, 2. Tout ça, ça devrait être des zéros parce que ça ne peut donner ni pair ni impair. Les trois lettres, les trois indices sont différents. Ils ne peuvent donner que pair ou impair, donc 1 moins 1. Deux indices au minimum, ils sont identiques, ça ne peut donner que 0. E1, 1, 1 égale à 0, E1, 2, 1 égale à 0, etc. Parce que deux indices au moins, ils sont répétés. Pas pour la somme, mais simplement, ils ont des valeurs identiques. Donc, c'est le résultat de ce tenseur alternateur. Il est très intéressant dans le cours, puisqu'on va l'exploiter. Voilà un petit exemple d'exploitation de ce tenseur. Là, je vais vous laisser réfléchir un peu, j'ai besoin d'une réponse. Je vous demande de calculer AI, tenseur d'ordre 1, est égal à EIJK, tenseur d'ordre 3, c'est l'alternateur, qui prend des valeurs plus 1, moins 1, 0, PGCK. Alors, dites-moi à quoi est égal ce résultat, j'attends. Calculez la composante A1. A1. Donc, celui qui trouve quelque chose, qui me l'annonce. Monsieur, Oui, combien? ça sera E1, 2, 3, B2, C3. OK, E1, 2, 3, c'est 1. Donc, vous remplacez, puisque E1, donc dites-moi simplement le résultat avec Monsieur, ça donne B2, C3, moins B3, C2. Donc, B2, C3, moins B3, C2. B2, B3, C2. Très bien. Regardez maintenant le résultat ici. Donc, ce sera E1 égale à 1, JK, BJK. Regardez ici. Je vais faire la sommation d'abord sur J. Si je prends J égale à 1, ça donne 0 parce qu'il y a déjà 1. C'est bon? Donc, ça ne sert à rien. Je prends J égale à 2. Je prends J égale à 2. Il reste K. Si je prends K égale à 1, ça ne donne rien. K égale à 2, ça ne donne rien. Donc, il va rester K égale à 3. Parce qu'il faut que les trois indices soient différents. Donc, il va rester ici E, 2, 3, E1, 2, 3, E1, 2, 3, J égale à 2, K égale à 3, plus l'autre. Je suis en train de faire les sommes possibles. J égale à 3,
K égale à 1, ça donne rien. K égale à 2, ça donne moins 1. K égale à 3, ça donne 0. Donc, ça va me donner CE1, 3, 2, B3, C2. 1, 2, 3, C pair, c'est plus 1. 1, 3, 2, C moins 1, c'est 1 pair. Donc, ça va me donner B2, C3 moins B3, C2. Ici, tout simplement, c'est B vectoriel, C composante 1. Autrement dit, ce AI, EI, GK, B, G, CK, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le produit vectoriel. Donc là, vous voyez quand même dans la notation tensorielle, vous avez la formule et le contenu de la formule. Alors, dans la représentation classique, vous avez B vectoriel C, vous n'avez pas les composantes. Vous avez simplement un symbole pour les composantes, vous devez utiliser le déterminant. Ici, vous avez tout de suite les composantes, ils sont devant vous. E, I, J, K, B, J, C, K. Donc ça, c'est le produit vectoriel. Ça se représente par le produit, le tenseur alternateur. Une autre formule très importante qu'on va utiliser, c'est le produit des alternateurs. Le produit de EIJK, EILM. Regardez, faites attention. Ici, l'indice I, l'indice I. Je suis obligé d'avoir le premier indice, c'est le même. EI, EI. Non. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Les deux autres, ils sont quelconques. Donc, EIGK, EIPQ, ce n'est pas important. L'important, c'est que tous les quatre indices ils sont différents. GK, LM, et c'est l'indice commun. Alors, dans ce cas, ce produit-là, d'abord, combien de termes vous avez ici? Le EIGK, c'est un tenseur d'ordre 3. EILM, c'est un tenseur d'ordre 3. Mais EIGK, EILM, tout ça, c'est un tenseur d'ordre combien? Combien d'indices principaux ici? 4. Il y a GKLM. Donc, combien de composantes? C'est 3 à la puissance 4. 3 à la puissance 4, c'est 81. Donc, vous avez normalement ici dans ce tenseur, il y a 81 composantes, 81 termes. Donc, le tenseur, ce n'est pas une matrice, c'est tout simplement un contenu de termes. C'est des composants, tout simplement. Et pour développer ça, c'est trop. 81 équations à écrire, ce n'est pas intéressant, mais voilà le résultat. Ça sera delta J. Regardez, ce qui est important, c'est à retenir ça. Delta J, I, il ne peut pas apparaître ici le I, parce que c'est un indice mu, il doit disparaître. Donc, vous avez ici GL, KM, GL, vous écrivez delta, delta, moins delta, delta, GL, KM, moins, et vous permettez GM, KL, JM, KL. D'autres notations que je vais utiliser tout à l'heure, la dérivée d de phi sur dxi, Einstein il a eu l'idée simplement de la noter pour simplifier, phi virgule i. Ça, c'est la dérivée. D de phi sur dxi, virgule. C'est la virgule. Par exemple, la différentielle d phi. C'est quoi la différentielle d phi? Vous écrivez d phi, par exemple, notation classique, est égale à somme des d phi sur dxi dxi. Donc, ça sera d de phi sur dx1 plus, etc. Donc, je mettrai ici l'indice I, parce que l'indice I, il est répété, donc il y a la sommation, d de phi sur dx1 plus d de phi sur dx2, dx2, etc. Et comme d de phi sur dxi, c'est simplement la virgule, donc d phi égale à phi virgule i fois dxi. Donc, c'est classique. Donc, vous avez la différentielle et vous avez le résultat de la différentielle. D de U sur dxj, c'est un tenseur de quel ordre ça? D de U sur dxj. 2. Donc, combien de composantes? 3 plus 1, 6. 3 à la puissance 2. Ça fait 9 composantes. 3, parce que IJ, c'est le deuxième indice principaux, donc 3 à la puissance 2, ça fait 9. Donc, UI virgule J, ça c'est la notation de la dérivée, donc c'est virgule J, donc ça sera UI virgule J. Donc, ça c'est un gradient. Le gradient d'un vecteur, c'est 9 composantes. Le vecteur U, il a les composantes D de U1 sur DX, D de U2 sur DY, D de U2
d de U1 sur dx, d de U1 sur dy, d de U1 sur dz. Voilà trois composants. Ensuite, d de U2 sur dx, d de U2 sur dy, d de U2 sur dz. Trois autres composants, et d de U3 sur dx, d3y, d3 et z, etc. Donc, le gradient d'un vecteur, c'est 9 composants. Donc, ce n'est pas un vecteur, c'est simplement 9 composants dans l'espace. D de x, et faites attention, d de x est sur dxj. Normalement, c'est xi virgule j, d'après la notation et la convention ici de la virgule, pour la dérivée. Or, à quoi est égal d de xi sur dxj? Normalement, d de x sur dx, c'est 1, d de x sur dy, c'est 0, parce que c'est des variables indépendantes. Donc, si i égale à j, ça donne 1, si i est différent de j, ça donne 0, donc automatiquement x et virgule j, c'est le delta de Kronecker. Donc, c'est la matrice identité. Ça sera 1 pour x, i égale à j, et 0 pour i différent de j. D'autres notations qui sont utiles, la divergence de u, c'est ui virgule i, c'est-à-dire d de u1 sur dx plus d de u2 sur dy plus d de u3 sur dz. Ça, c'est la divergence. La divergence d'un vecteur, c'est un scalaire, parce que ici, l'indice, il est répété, donc il est muet. Le rotationnel d'un vecteur, c'est un vecteur. Rot de u, c'est EIJK. Faites attention, ce n'est pas UJ virgule K, c'est UK virgule J. C'est comme ça que le rotation doit s'écrire. Rot de U, c'est EIJK. Comme le produit vectoriel l'a déjà fait, on peut aussi démontrer que rot de U égale à ça, mais je vous donne simplement les formes pour vous amuser à les démontrer si vous voulez. Ça sera EIJK, UK virgule J. Donc, IJK, K virgule J. Ça, c'est la définition de rotation. Donc, ça, ce sont les ingrédients tensoriels qui sont nécessaires pour la suite du cours. Donc, si vous avez des questions concernant maintenant cette notation tensorielle, c'est le moment. Sinon, je vais démarrer le premier chapitre. Donc, ça, c'est disons, un peu de formules et de bases mathématiques nécessaires. On avance? Très bien. Alors, le premier chapitre, la cinématique du milieu continu. Donc, dans cette partie-là, je vais parler, on va voir les coordonnées lagrangiennes et les coordonnées eulériennes. On va analyser le tenseur gradient, F et J, on va expliquer tout ça. Tenseur des dilatations de Cauchy, et on va s'arrêter exactement ici, puisqu'on va laisser les déformations pour la prochaine fois. Donc, j'ai encore un peu du temps pour détailler ça. Si on aura plus de temps à la fin, on pourra revenir sur les points qui ne sont pas très clairs. Alors, coordonnées lagrangiennes et eulériennes. Donc, faites attention. J'ai ici mon repère de travail, un repère absolu, galiléen, si vous voulez, un peu la philosophie de la mécanique. Donc, ici, E1, E2, E3, un repère qui ne bouge pas. J'ai ici un milieu avant la déformation. Et dans ce milieu-là, je vais repérer un petit vecteur infinitésimal, P0 plus 0. Par exemple, vous avez ici une poutre droite, vous castrez ici, et vous allez repérer ici un tout petit vecteur, P0 plus 0. Sauf que dans ce cas-là, c'est un vecteur qui est collinéen avec l'axe des X. Moi, ce vecteur P0 que 0, il est dans l'espace. Il a trois composantes dx1, dx2, dx3 parce qu'il est petit. Donc, en notation tensorielle, je vais le noter P0 que 0 est égal à dxi, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, quand vous voyez ici le dxi, vous devez sentir qu'il y a trois composantes dx1, dx2 et dx3. Je peux de la même façon définir OP0 comme étant la valeur x. Donc, x, donc c'est le vecteur y grand x1, E1, plus y grand x2, E2, plus y grand x3, E3. Et le Q0 qui n'est pas très loin de P0, ça peut s'exprimer de la forme OQ0 égale à OP0 plus P0 Q0. Donc, ça sera xi plus dxi. Donc, ça, c'est, j'ai exprimé tout ce qui se passe OP0
OQ0 et P0Q0. Ce sont deux points que j'ai repérés ici sur ma structure. Le cas d'une poutre, vous avez ici simplement X et X plus dx. J'applique maintenant des charges quelconques, peu importe. Donc, j'ai sollicité la structure. Elle s'est déformée de cette façon-là. Donc, le point P0, par hasard, il va se trouver quelque part ici, dans l'espace. Et de la même façon, Q0, il va se trouver quelque part ici. Le vecteur PQ, il a une orientation quelconque dans l'espace. Je peux même l'avoir inversé dans ce sens-là. Je peux avoir ici, ça c'est P, et ça c'est Q. C'est-à-dire son orientation elle est quelconque dans l'espace. Il n'est pas obligatoirement parallèle à celui-là, il peut être inversé vers le haut, vers le bas, ce n'est pas important. Sa dimension, son intensité, bien sûr, peut changer, augmenter, réduire, etc. Ça, c'est pas important. Donc, après avoir appliqué la déformation, les charges, les deux points P0 et Q0 vont se trouver dans l'espace ici de façon quelconque PQ. Je vais quand même leur donner des noms, puisqu'on parle des faibles déformations et des faibles déplacements. Donc, je vais continuer toujours à noter PQ, même si c'est rallongé ou c'est raccourci, avec un DXI. Donc, PQ, c'est petit, DXI. OP, c'est petit XI. OP, petit XI. OQ, ça sera OP plus PQ, donc ça sera petit XI, DXI. Alors, faites attention maintenant. Donc, tout cela, c'est que la coordonnée minuscule, je vais appeler pour moi la coordonnée lagrangienne, ce qui est petit. Ce qui est majuscule, pardon. Majuscule, c'est Lagrange. Donc, regardez ici, grand XI, c'est la coordonnée lagrangienne. Petit xi, c'est la coordonnée eulérienne. Faites attention, ça n'a rien à voir avec un changement de repère. Je n'ai pas changé le repère, j'ai qu'un seul repère, il est galilien, il est toujours là. C'est tout simplement la définition du milieu avant la déformation. Je peux le définir par grand xi. Après la déformation, je le définis par petit xi. Je vais donner un exemple très clair. Regardez ici. Imaginez que vous avez un anneau ici. Donc, je suis dans le plan à deux dimensions, dans le plan E1, E2. Voilà un anneau de section pratiquement égale à 0, un fil très, très mince, circulaire. Et je vais appliquer ici une charge, même charge dans les deux sens, dans le sens opposé ici, donc suivant cette axe E1. Imaginons que par hasard, cette charge-là a fait que mon anneau qui était circulaire, il va devenir une ellipse. Donc voilà, c'est la même structure. Avant la déformation, il était un cercle. Après la déformation, il est devenu une ellipse. Si je m'intéresse à un point quelconque de ma structure avant la déformation, un point M ici, il est défini par x au carré sur r au carré plus y au carré sur r au carré égale à 1. C'est l'équation d'un cercle. Si je m'intéresse maintenant à un point quelconque qui appartient à... Est-ce que je change la couleur? Un point qui appartient ici à l'ellipse, après la déformation, il est défini par petit x au carré sur a au carré plus petit y au carré sur b au carré est égal à 1. Donc, si je décris le milieu par grand X et grand Y, c'est une description lagrangienne. Si je décris le milieu par petit x et petit y, c'est la description eulérienne. Qu'est-ce que ça veut dire d'écrire par le majuscule ou le minuscule? Parce que tout ce qui m'intéresse dans tout cela, c'est que, supposons ce point ici, je vais prendre ce point qui est là, en dessus, celui-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je dois, après avoir appliqué la charge, je veux savoir c'est quoi les contraintes dans ce point. Alors, je peux exprimer l'état de contrainte en fonction des coordonnées. Ici, grand X est égal à 0 et grand Y est égal à R. Et je vais parler de la contrainte au point sigma X égale à 0 et grand Y est égal à R. Je la calcule, c'est 300 mégapascales. Toujours ce même point, on va démontrer bien sûr qu'il y a une certaine bijectivité entre le milieu avant et après. Supposons que c'est celui-là, nous l'avons repéré. Alors celui-là,
je vais calculer la contrainte. Il n'y a qu'une seule contrainte parce qu'avant la déformation, il n'y a pas de contrainte. C'est la même contrainte, je vais l'écrire sigma en ce point, mais je vais la calculer en fonction de 0 et petit b. Voyez? Parce que ça, c'est la coordonnée de ce point dans la base eulérienne. Donc, vous voyez, c'est le même point, sauf que j'exprime les contraintes, les déformations et tout ce que je vais, les déplacements, en fonction de la coordonnée avant la déformation ou bien en fonction des coordonnées après la déformation. Mais c'est la même chose. Pour moi, pour l'instant, je cherche la même grandeur qui est la contrainte de la déformation. Regardez maintenant, qu'est-ce qui se passe finalement entre ces points. Je vais écrire ici encore des équations. Comment je peux passer de ce cercle à une ellipse? Normalement, je peux. Par exemple, si imaginez que vous avez ici petit x sur a est égal à grand X sur R multiplié par cosinus de θ plus grand Y sur R multiplié par sinus de θ. Je prends de la même façon petit y sur B et je vais l'écrire est égal l'astuce de changement moins grand X sur grand R et là le sinus de θ plus grand Y sur R et là je vais retrouver bien sûr le cosinus de θ. Regardez maintenant. Si je fais x sur a au carré plus y sur b au carré, ça va me donner ici x sur a au carré, c'est ce que je cherche, plus petit y sur b au carré. Ça, si je cherche le milieu après la déformation. Je sais que c'est une ellipse, je vais voir est-ce que cette transformation est capable de me définir ça. Mon milieu avant la déformation, c'est un cercle. Donc, je sais que x au carré sur ρ plus y au carré sur ρ est égal à, parce que c'est mon milieu physique réel avant la déformation. Il y a des charges, il s'est déformé, je sais qu'il est devenu une ellipse, je cherche une relation entre les coordonnées avant et après la déformation. Regardez, j'ai imposé cette transformation. Je l'ai choisi arbitrairement pour l'instant. Donc, si je fais x sur a au carré, ça va me donner ici x au carré sur r au carré. Y sur b au carré, ça sera x au carré sur r au carré, cos carré plus sinus au carré, ça donne 1, donc il disparaît. Il va rester x au carré sur r au carré, plus y au carré sur r au carré, sin carré, y au carré sur r au carré, cos carré, donc il restera y au carré sur r au carré, etc. Très bien. Plus 2ab, 2x y sur r carré cos sin, moins 2x sur R, Y sur R sin cos, donc elles vont disparaître. Donc, autrement dit, cette transformation nous garantit le passage d'un cercle vers une ellipse. Maintenant, imaginez que pour un chargement quelconque, pour un milieu initialement quelconque, vous êtes capable de déterminer la relation entre les coordonnées après la déformation et les coordonnées avant la déformation. Cela automatiquement va vous conduire à déterminer le déplacement. Si vous déterminez le déplacement, vous pouvez déterminer les déformations, les contraintes, etc. Donc ça, c'est comme ça qu'on va construire un peu notre modèle de la mécanique du milieu continu. On cherche qu'est-ce qui se passe avant et après la déformation. Et si on est capable de mettre sous forme d'équation analytique. Ce n'est pas toujours facile, mais ça, c'est pour l'instant, c'est la démarche. Si vous remarquez dans cette démarche-là, dans cette transformation, il y a quand même un certain θ qui est pratiquement quelconque. Ça veut dire qu'il y a une infinité de solutions, mais ce n'est pas juste ça. Pourquoi? Parce que ce θ-là ne peut pas avoir n'importe quelle valeur. Je peux le déterminer par ce point-là. Pour grand X égale à A et grand Y égale à 0, j'ai ici c'est le rayon, ça c'est R. Ce point-là est là pour image celui-là, donc automatiquement, pour que ça soit possible, il faut que θ soit égal à 0. Par conséquent, j'ai ici l'angle θ et définit l'axe de la déformation. Si vous avez la déformation à 45 degrés, θ va être égal à 45. Si vous avez la déformation dans ce sens, ça sera pi demi, etc., etc. Ça, c'est
ce qui m'intéresse dans tout cela, c'est cette conclusion. C'est quoi la conclusion? Je vais l'écrire ici. Donc, ma conclusion qui m'intéresse, c'est tout simplement, c'est que vous avez petit x, i, de façon générale, x1, x2, x3, est égal à une fonction de grand X. Et inversement, bien sûr, vous pouvez utiliser la fonction J-1. Donc, les coordonnées petit x, ils sont fonction des coordonnées grand X. Et inverse, vous voyez, c'est un exemple, x sur a égale à grand X, cosinus, etc. Donc, j'ai une relation entre avant, après et avant. Donc, j'ai une relation. Puisqu'il existe une relation ici, je vais calculer la première chose, la différentielle de cette équation-là. OK, excusez-moi. Donc, vous avez ici une relation entre petit x et grand X, et je vais chercher la différentielle. Donc, je vais commencer par définir ce que je vais appeler le tenseur gradient, et je vais maintenant chercher la différentielle de dxi. Donc, c'est quoi la différentielle de dxi? Je sais que petit xi, on vient de le voir, c'est une fonction de grand xi. Je le rappelle ici simplement. Donc, je peux écrire dxi est égal à d de x sur d grand xj fois dxj. G, c'est un indice répété, donc il y a la sommation. Ça, c'est la définition de la différentielle. df égale d de f sur dx1 dx1 plus d de f sur dx2 dx2, etc. Donc, on regarde 1, 1, 2, 2. Donc, si je mets ici JJ, donc automatiquement, il y a la somme et j'ai cette expression-là. Donc, la différentielle dx égale à d de x et sur dxj, i, j'ai le conservé parce que j'ai la fonction f, la fonction g, la fonction h, et gx, y, z. Donc, d de x i sur dxj, dxj, et je vais prendre cette quantité-là est égale à f et j. Notation. Et ce f et g là, je vais l'appeler le tenseur gradient. Pourquoi le gradient? Parce qu'effectivement, x, d de x i sur dxg, il représente le gradient de la fonction f. Si vous écrivez ici f virgule g, c'est-à-dire d de f sur dx, d de f sur dy, d de f sur dz, donc c'est le gradient de la fonction f, c'est-à-dire la variation de la fonction f suivant les trois directions. On a un point. Comment la fonction varie? Est-ce qu'elle est croissante, monotone, il croît d'une façon intense, très douce, etc. Donc, c'est le gradient. Il va nous renseigner sur la variation. Ça, c'est pour cela qu'on l'appelle le tenseur gradient. Donc, f et j. Très bien. Maintenant, si je fais la même chose, puisque petit x est une fonction de grand x, automatiquement, grand x est une fonction moins 1 de petit x. Donc, je peux calculer de la même façon la différentielle de grand X. Donc, d grand X est égal à d grand X et dxj fois dxj. Maintenant, je dirais par rapport à petit x. Là, je dirais par rapport à grand X. Et là, je vais noter d grand X sur dxj, g et g fois dxj. Et g et j, je vais la noter tenseur gradient inverse, c'est-à-dire je pars du milieu après la déformation vers le milieu avant la déformation. Le plus important, c'est surtout le tenseur gradient direct qui va nous renseigner de la forme finale en fonction de la forme initiale de la structure. Si on écrit ça sous forme matricielle, donc on a dxi égale à f et g dxj. Voilà. Trois composants dx1, dx2, dx3. La matrice tenseur gradient, dxj, vecteur dx1, dx2, dx3, f1, f1, 2, etc. Je fais la transformation inverse qu'on vient de faire. Donc, le vecteur avant la déformation dx1, dx2, dx3, la matrice, le tenseur gradient inverse, gij, et le vecteur après la déformation, le petit vecteur de tout à l'heure, pq.
Donc, ça va me donner ici PQ égale à grand F fois P0 que 0. Donc, dx égale à grand F dx. Et là, dx égale à grand G dx. Regardez ici, tout le monde va. Automatiquement, F égale à G moins 1, G moins 1 égale à F. Donc, il est inversible. Et en plus de ça, puisque son déterminant, bien sûr, est différent de 0 pour l'inverser sans trop de problème. Par conséquent, on a une relation de bijectivité. P univoque. Il y a une univoque dans le sens milieu avant vers après et la même bijection, la même chose, une relation univoque du milieu final vers le milieu initial. Ça signifie physiquement ça, que si vous avez ici un milieu avant la déformation, cette petite chose-là, après la déformation, je prends ici un vecteur quelconque, P0 que 0. P0 doit se trouver quelque part ici, c'est pas un problème. Q0 peut se trouver quelque part ici. C'est-à-dire, pour ces deux particules, je dois les retrouver ici. Donc, pour ces deux particules, il n'y a que deux particules qui sont elles-mêmes, je vais retrouver, mais ils se sont déplacées. Autrement dit, rien ne se perd, rien ne se gagne, mais tout simplement, il y a une transformation du milieu. Donc, je ne peux pas ajouter de la matière, je ne peux pas éliminer de la matière, c'est simplement un milieu qui s'allonge. Par conséquent, la solution est unique. Quelle que soit la sollicitation, d'après ce résultat ici, pour deux particules avant la déformation, il n'y a que deux particules après la déformation, qui sont elles-mêmes, sauf qu'elles ont simplement bougé. Maintenant, le tenseur des dilatations de Cauchy. Donc, c'est le dernier tenseur et on pourra réviser s'il y a des problèmes. Alors, cette première transformation, qui est le tenseur gradient, il nous renseigne simplement sur la variation de la fonction de la transformation en un point. Maintenant, on va aller un peu plus loin vers la mécanique, vers les contraintes. C'est que je veux savoir si je connais la norme du mon vecteur avant la déformation, ça sera quoi la norme de ce même vecteur après la déformation. Donc, il s'agit ici d'un changement de longueur, c'est la dilatation, c'est-à-dire s'il y a la contrainte normale, puisque le changement de la longueur, c'est la contrainte normale, et le changement de longueur, c'est la distorsion, c'est le cisaillement, etc. Maintenant, on va essayer de trouver une relation entre la norme avant la déformation et la norme après la déformation. Pour ce faire, je vais travailler avec la norme au carré parce que ce n'est pas important, les racines carrées, ça s'agit pour rien. Donc, je vais partir ici de ds au carré, c'est-à-dire la norme du vecteur après la déformation, PQ, c'est minuscule ça. Donc, ça, c'est un vecteur de longueur dxi. Donc, voilà sa norme au carré. Celui-là, avant la déformation, c'est le majuscule. Donc, ds au carré égale à dx. Et si vous voulez, ça, c'est tout simplement la norme de PQ au carré. Et celui-là, ce gros-là, c'est la norme de P0, Q0 au carré. Et je vais voir qu'est-ce qui se passe entre les deux. Alors, je vais commencer par la norme du vecteur après la déformation, celui-là. ds au carré égale à dx et dxi. D'après le tenseur gradient, je peux remplacer dx et par fij dxj, on vient de le faire. Voilà. dx égale à fij dxj. J'ai un autre dxi. Ce dxi aussi, je vais l'écrire. Regardez ici. Donc, le deuxième, j'ai déjà fait le premier, c'est réglé. Le premier dxi est égal à fij dxj. Mais le deuxième, ça doit être ici égal à f, obligatoirement i, parce que i, c'est l'indice principal, fi. Mais je ne peux plus utiliser dxj. Fij, je ne peux plus utiliser j. Pourquoi? Parce que j, je l'ai déjà ici. Donc, j'ai déjà deux fois. Donc, je peux utiliser JIK, XK pour éviter à ce que l'indice soit répété plus que deux fois. Parce que de toutes les façons, cet indice K ici, c'est un indice, mais je peux le mettre P, Q, ce n'est pas important.
Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser G une deuxième fois parce que c'est déjà fait. Et le G, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est pour la somme. Donc, utilisez notre indice pour la somme, tout simplement. Mais le et, vous ne pouvez pas le modifier. Il doit apparaître ici sur la première lettre de la fonction du tenseur gradient. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est alpha fois bêta fois gamma fois xi. Je peux commencer par n'importe lequel, A, B, C, D. Je peux prendre mon F et G et ce F et K, je vais les mettre au début. Je peux mettre à la fin, ce n'est pas important, ça ce ne sont que des termes normaux. Il va rester ici dxj multiplié par dxk. Donc ça, c'est réglé. Donc ça sera f et j, f et k, dxj fois dxk. J'ai rangé simplement cette écriture. Maintenant, regardez ici, f et j fois f et k. Si je vous demande de faire la matrice f multipliée par la matrice f, qu'est-ce que ça va vous donner en utilisant et comme indice de sommation? Vous devez écrire normalement f GI multiplié par IK, sommation sur I. Donc, ça va me donner ici un résultat que je vais appeler par exemple CJK. Ça, c'est le produit. Je vais l'appeler A pour éviter avec l'autre C. Donc, ça, c'est la matrice AJK. AJK est égal à FG, FIK. Ça, c'est la matrice F fois F. Et regardez ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez F IJ fois FIK, c'est-à-dire vous avez ici, si je veux que ça ressemble à ça, il faut que je permute IJ, parce que si j'écris FGI fois FIK, ça sera F fois F. Alors là, j'ai FIJ, donc ça c'est la fonction, c'est la F transposée. Donc automatiquement, j'ai ici C égale à F transposé multiplié par F. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui, monsieur. Très bien. Donc, on a donc la matrice C, c'est la F trans. bien compris. Ah, oui? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, je n'ai pas bien compris. Ok, alors regardez s'il vous plaît. Je vais prendre ici ce résultat-là. Regardez. Quand vous voyez, si je vous demande d'écrire la matrice F fois F, qu'est-ce qu'il faut écrire? F fois F, il est là. Donc, ce sera FG fois FIK. I. FG fois FIK. Si maintenant, ça c'est F fois F. Imaginez maintenant que j'écris, au lieu d'écrire FG fois FIK, j'ai écrit à la place F IJ fois F IK. J'ai permuté IJ ici. Donc, celui-là, ça devient F transposé. Très bien. Oui. Si vous avez permuté KI, supposons c'est écrit FI fois FKI, ça sera F fois F transposé. Donc là, vous avez F transposé fois F. Autrement dit, cette matrice C, ou plutôt ce tenseur CIJ ou bien CGK, c'est ce qu'on va appeler le tenseur de dilatation de Cauchy. Et ce tenseur de dilatation de Cauchy, il s'exprime sous la forme de FIJ par F transposé multiplié par F. Ça, c'est le tenseur de dilatation de Cauchy. Qu'est-ce que ça représente? Regardez ici. Vous avez ici au départ, la norme après la déformation est égale à un tenseur CGK, qu'on appelle le tenseur de dilatation de Cauchy, multiplié par les coordonnées de votre vecteur avant la déformation. Autrement dit, si je suis capable de déterminer le tenseur de dilatation de Cauchy, je peux, pour n'importe quel point de coordonnées dx, dx, dx avec les grandes lettres, je peux calculer la norme de ce vecteur après la déformation. Et petite remarque, regardez ici. Si je prends maintenant FIJ fois FIK, je le prends ici. FIJ multiplié par FIK. J'ai le droit de l'écrire est égal à FIK multiplié par FIJ. Faites attention, c'est pas
en permutant ce F et F, j'ai passé de F transposé fois F à F fois F transposé. Si vous avez la matrice, bien sûr, A multiplié par la matrice B, bien sûr, il est différent dans la majorité des cas de la matrice B fois A. Mais j'ai simplement ce qui est à l'intérieur de la somme, je l'ai permuté, j'ai le droit. Somme de A et B est égale à somme de B et A. Donc faites attention, c'est la position des indices qui est importante, pas la position du monome. Le monome il peut se être placé n'importe où, ça ne change rien. Donc vous avez ici, ça c'est correct. Donc F et K multiplié par F et J, c'est pas grave. Mais regardez maintenant, si vous voyez cette structure-là, ça va me donner ici IK, IJ. Regardez comment je définis JK. JK, ça sera IJ, IK. Donc ça va me donner CK, J. Parce que ici, c'est un indice mu, ça ne m'intéresse pas. Regardez ici. Ça, c'est CJK. Et ça, c'est CKJ. Donc, j'ai démontré que CJK est égal à CKJ. Autrement dit, C et G, c'est un tenseur symétrique. Parce que C et J est égal à CJ. Ou bien IK, ce n'est pas important. L'important ici, je suis en train de définir la symétrie. Lorsque un tenseur est symétrique, et c'est un tenseur d'ordre 2, donc il a initialement, avant la symétrie, 3 à la puissance de ça fait 9 composants. Lorsqu'il devient symétrique, qu'est-ce qui va rester de combien de composantes ils vont rester? Rapidement. La moitié. Pas la moitié. Il va rester simplement 6 composants. La matrice 3, 3, ça fait 9. Il va vous rester A1, A2, 2, A3, 3. Il va rester 1, 2, 1, 3 et 2, 3. 6 composants. N facteur de N plus 1 sur 2. Donc, c'est un tenseur symétrique. Donc, au lieu de manipuler pour toute la suite 9 composantes, on va simplement manipuler 3 composants. Dans le sens inverse, Euler, là, je vais pas partir de la norme avant la déformation du vecteur qui m'intéresse, ds au carré majuscule, dx et dxi, égale à g et g dxj, parce que c'est comme ça qu'on a des tenseurs gradients inverses. L'autre dxi, je suis obligé d'utiliser d'autres lettres, donc je dois conserver le i, donc i k dxk. Comme j'ai déjà fait, donc c et j, c et k, je vais les mettre à côté, et il va me rester dxj dxk. Et cette chose-là, je vais l'appeler BJK, c'est le tenseur de dilatation de coucher dans le sens inverse, mais c'est surtout le C qu'on va toujours utiliser. Et le B et J est aussi un tenseur symétrique pour les mêmes raisons que le C et J, puisque je peux permettre C et G fois C. G et G, J est égal à J, IK fois J et J. Donc, ça pose aucun problème. Donc, c'est un tenseur qui est symétrique. Alors, ça, c'est là où je vais m'arrêter par rapport à cette première séance. Alors, il reste encore à peu près 5 minutes. Donc, si vous avez des questions dans ce temps-là, 3 minutes, on pourra discuter. Donc, je vais simplement retourner sur le... Donc, si vous avez des questions maintenant. Monsieur, oui. Pour démontrer la symétrie, je n'ai pas compris pourquoi vous avez mis que CIJ fois FIJ fois FIK égale à FKI. Ça veut dire que vous avez permis que... OK. Vous voyez maintenant mon transparent? Oui? Non. C'est vu? Non, monsieur, on ne voit rien. Ah, même histoire. OK. Maintenant? Oui. 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 Très bien. Okay. Il y a le transparent maintenant. Non, je ne parle pas de ça, je parle de le slide qui est avant. Oui, c'est la même chose. Donc, vous oui, avez ici... Oui, c'est le transparent qui m'intéresse. C'est bon? Okay. Oui, parce que vous avez mis que FIG fois FIK égale à FIK fois FIJ. Malgré que la... OK, je vais juste regarder ici, s'il vous plaît. Regardez ici. Avant d'aller vers F, vous avez ici A, I, J. D'accord? Multiplié par D,
IK. D'accord? Ça, c'est égal à D, IK, multiplié par A, IJ. Parce que j'ai dit c'est commutatif, donc ça, je ne le discute pas. Le A, IJ, vous le prenez, c'est un terme. 6, 5, 6, 8, 6, 9, il représente un terme d'un tenseur. Ce sont vraiment des réels. Le BIK, il représente un autre réel d'un autre tenseur, c'est son problème. 3 fois 2 est égal à 2 fois 3. Donc, ça, j'ai le droit de le faire. Maintenant, la définition de CIJ, il est défini à partir de cette expression-là. Ça, c'est CJK. Regardez comment j'ai défini CJK. CJK, c'est défini par CJK, c'est défini par I. Oui. Je vais compléter d'abord pour la mademoiselle. S'il vous plaît. Donc, I, première lettre. JK, c'est ça que j'ai utilisé pour construire ce CJK. Maintenant, si je vais permuter ça, j'ai le droit. Je vais écrire, je vais appliquer ça. AIJ PIK est égal à BIK AIJ. Donc, je vais écrire cette chose-là est égal à F IK multiplié par F IJ. Je vais donner ça, c'est un C. C'est quoi? Je ne sais pas. J'ai l'indice I, il est obligatoire d'être là au début. C'est l'indice muet. I. Le premier indice qui vient ici, c'est K. Et le deuxième indice, c'est J. Donc, par conséquent, CKJ est égal à CJK. Donc, c'est un tenseur qui est symétrique. La définition d'un tenseur symétrique, c'est AIJ égale à B à J. C'est bon? D'accord, merci, monsieur. Très bien. Oui? Il y a une autre intervention tout à l'heure? Oui? Monsieur? Oui? On a dit précédemment que AIJ est un torseur d'ordre... Tenseur. AIJ, c'est un tenseur d'ordre 2, par exemple. Oui? Donc, il s'agit d'une matrice. Ce n'est pas une matrice. Une matrice, je peux l'écrire sous forme d'un tenseur. Un tenseur, c'est un tiroir. D'accord? Dans lequel vous mettez des boules. Et chaque boule, c'est un terme. Il n'y a aucune raison de les mettre sous forme de matrice ou sous forme de vecteur, c'est indépendant. Par contre, une matrice qui a une structure particulière, je peux la représenter par un tenseur d'ordre 2. Le tenseur, il est plus puissant qu'une matrice. Il est un peu plus fort dans le contenu. Comment? C'est pour cela qu'on fait la permutation. Ah, non. On peut permuter. La permutation, j'ai le droit d'écrire le produit de deux matrices. Si j'écris par exemple le produit de deux matrices, faites attention. Regardez ici. Ah, non, c'est pas ça. Je vais prendre une feuille. C'est là. Regardez ici. Vous voyez cette feuille-là maintenant? Regardez ici. Oui. Je prends la matrice A multiplié par la matrice B. Est égal à quoi normalement? Ça sera est égal à A, I, K fois B, K, J. Le résultat, c'est une matrice C, I, J. C'est bon? Oui. Je vais faire maintenant la matrice B fois A. B fois A. C'est quoi comme matrice? Ça sera B, I, K, multiplié par A, K, J. Regardez ces deux mondes différents. Regardez qu'est-ce que vous avez ici. Vous avez ici A, I, K. Là, vous avez A, K, J. Et là, vous avez B, K, J. Là, vous avez B, I, K. Ça, je peux l'écrire B, K, J, multiplié par A, I, K. Ça n'a rien à voir avec la matrice B fois la matrice A. Parce que la matrice B, ça sera I, K, K, J. C'est vu? C'est ça la différence entre les choses. C'est bon? Oui.
on garde des indices. On ne change pas Non, les indices lorsqu'on regardez, permet entre regardez ici, vous avez ici alpha, IJK, bêta, PQR, PQR, gamma, I, peu importe. Ça, c'est 3. les notations. Ça, c'est 5. Ça, c'est 2. Je peux commencer par n'importe quoi. Vous n'avez pas le droit de permettre IJK. Vous ne pouvez pas perturber ça. Vous ne pouvez pas écrire alpha IJ est égal à alpha JIK. Ça, c'est autre chose. Vous voyez? Vous prenez le monôme avec ces indices, vous le placez là où vous voulez, ce n'est pas important. Les seuls indices que vous pouvez changer sans qu'il y ait de dégâts, ce sont les indices muets. Vous pouvez leur donner n'importe quelle lettre. Mais les autres qui sont les indices principaux, si vous le touchez dans un monôme, vous devez le toucher partout sur toute l'expression. Parce que il représente la projection sur un axe. C'est bon? Et on peut, oui, Oui? on peut permettre entre les tenseurs, mais on garde les indices. Comment? Je n'ai pas compris permettre entre les tenseurs. Ça veut dire quoi? Comme vous avez fait pour FIG fois FJK, les deux Ça, tenseurs. celui-là. Non, pour les précédemment qu'on a fait. Par exemple, AIG, KBKG, je peux permuter. Vous pouvez revenir au cours. Le cours. Oui, je suis dans le cours. Oui. Ici? Oui, pour FIK et FIG. On peut permettre pour faire CKG est égal à CGK. C'est ça. Je n'ai pas permis les indices. J'ai permis simplement à l'expression comme j'ai pris F et que je l'ai mis avant. Parce que A fois B est égal à B fois A. Ouais. C'est ce que j'ai utilisé. Ici, Pas les indices. Hein? On peut essayer. Oui, bien sûr. J'ai dit que le tenseur, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des chiffres. Vous les prenez comme étant des nombres. Des nombres, 2 fois 3 fois 5 est égal à 5 fois 3 fois 2. Vous commencez par là. Ok, c'est des réels. Si apparaît tout ça, par la suite, tout ça, ça va nous donner des déformations et des contraintes. Donc, ce sont des réels. Ouais. C'est bon? Merci. Ok, Merci, parfait. monsieur. Oui, monsieur. Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, de toutes les façons, vous essayez de voir un peu le document et on se verra la prochaine. Inch'Allah. C'est bon? Au revoir. Oui, au Ok, revoir. au revoir tout le monde. Allez, parfait.